Pierre, merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à parler. Donc, on va parler des vascularites, les actualités bibliographiques. Donc, j'ai choisi des actualités bibliographiques sur l'année, enfin, on va dire sur les 12-15 derniers mois. Donc, j'ai dû bien évidemment faire des choix. Donc, si votre article préféré de l'année dernière n'est pas dans ce choix, j'en suis désolée. L'orateur suivant parlant des vascularites des gros vaisseaux, j'ai concentré mon propos sur les papiers qui parlent de vascularites des moyens et surtout des petits vaisseaux et beaucoup de vascularites associées aux encas, vous le verrez. Et donc, il y a des articles, on va dire, plutôt physiopathes, un article clinique et après des articles plutôt pronostiques, et notamment vis-à-vis du risque infectieux, et après des actualités thérapeutiques. Donc, le premier article que j'ai choisi, c'est en fait un très joli article publié l'année dernière dans Kidney International de l'équipe de Charles Jennette dans la fameuse ville de Chapel Hill en Caroline du Nord, qui vise en fait, qui a étudié en fait pourquoi en fait il y a des différents phénotypes et quel est le sous-tendu physiopathologique au phénotype des vascularites associées aux encas. Et en fait, cette équipe est très connue parce que c'est elle qui a mis en place le modèle murin ANCA-MPO, où quand on injecte des ANCA-MPO à une souris, elle va développer une atteinte rénale de glomérulonéphrite qui ressemble à une glomérulonéphrite d'ANCA chez un patient. Et en fait, là, ils améliorent, on va dire, leur modèle, en fait, où l'animal va développer une atteinte rénale, mais en plus, il va développer une atteinte pulmonaire. Parce que, désolé Pierre, il n'y a pas que le rein dans la vie. Et donc, ils injectent les IgG anti-MPO par voie IV et après, en fait, ils vont administrer aux souris différents autres stimuli antigéniques. Donc, soit, en fait, ils simulent une infection bactérienne en faisant inhaler, en injectant par voie intratrachéale à la souris du LPS, ou alors ils l'infectent par le virus de la grippe, ou alors pour simuler un peu plutôt une ambiance allergique, ils l'exposent à des antigènes d'acariens de poussière ou à l'ovalbumine. Et en fait, ce qui démontre de manière très élégante, c'est que les souris elles développent toutes des atteintes rénales qui sont liées aux encas, mais en plus, elles vont développer des atteintes pulmonaires, et ces atteintes pulmonaires, en fait, elles vont être différentes, elles vont avoir un pattern qui est complètement différent en fonction du stimuli qui a été ajouté. Et donc, il y a une synergie entre les encas et l'autre agent auquel la souris est exposée. Donc ça, par exemple, c'est en fait quand la souris elle est exposée aux encas et en plus au virus de la grippe. Donc, c'est des coupes de poumons. Donc, là, vous voyez que sur le poumon, l'encas seul, il ne fait rien du tout. Là, quand la souris est infectée par la grippe, il y a une atteinte uniquement des voies aériennes. Par contre, quand vous faites les deux ensemble, c'est la catastrophe avec des lésions d'artérite et des lésions surtout d'hémorragie intra-alvéolaire assez importantes. Et on confirme là que la souris elle développe bien une atteinte rénale avec une atteinte glomérulaire, de la nécrose, décroissant, etc. Après, l'autre partie, un autre modèle, c'est en fait, ils font les encas, ils les injectent 2 fois, plus ou moins, avec du LPS par voie intratrachéale. Et en fait, là, la souris, elle va développer aussi une atteinte pulmonaire, mais qui est différente de la précédente, parce que là, elle va développer une atteinte plutôt granulomateuse, qu'on peut suivre si on fait des petits scanners à la souris. Et on voit après sur la pièce ex vivo, où en fait, là, on voit vraiment des granulomes, et histologiquement, ça ne correspond vraiment pas du tout aux lésions qu'on a vues précédemment, où c'était vraiment de l'hémorragie intra-alvéolaire. Là, c'est vraiment du granulome, de l'accumulation de cellules géantes, etc. Donc, je ne vais pas faire tous les modèles en fait qu'ils ont développés. Ça, c'est un peu la synthèse, c'est-à-dire que l'encas seul, quand vous l'injectez à la souris, elle a juste l'atteinte rénale. Si vous ajoutez la grippe, en fait, elle a une atteinte, donc on a vu de capillarite, d'artérite, d'hémorragie intra-alvéolaire, et ça ressemble plutôt à ce qu'on voit chez nos patients qui ont une polyangite microscopique. Si vous faites 2 fois des encas, plus ou moins du LPS, vous avez plutôt une atteinte qui ressemble à une GPA, avec des lésions granulomateuses au niveau pulmonaire. Et si vous exposez la souris plutôt à une ambiance allergique avec des acariens, et bien là, en fait, on va avoir de la bronchiolite éosinophilique, et donc la souris a plutôt un phénotype de GEPA. Donc, vraiment, ce papier, c'est un excellent modèle de recherche fondamentale, où il y a vraiment des modèles murins de GPA, de MPA, de GEPA, et en fait, il démontre bien que chez une même souris, en fait, on va induire des phénotypes très variés en fonction du facteur synergique additionnel et que ça module le site de l'inflammation
le pattern qui sont causés par les mêmes encas qu'on injecte initialement. Et ce qui démontre aussi dans le papier, je ne vais pas détailler, mais c'est qu'en fait, pour l'atteinte pulmonaire, vraiment la cellule immunitaire qui est clé, ça semble être le neutrophile, comparativement à l'atteinte rénale, où vraiment le système du complément est très impliqué, et c'est ça qui a donné notamment le développement de l'avacopan. Là, le complément et les lymphocytes sont peu impliqués dans l'atteinte pulmonaire, et c'est vraiment les neutrophiles qui semblent fondamentaux. Ça reste un modèle, c'est que pour les anti-MPO, et on ne sait pas exactement si c'est la même chose chez l'homme, mais ça reste, c'est des données quand même très intéressantes. On passe à complètement autre chose, avec un papier plutôt clinique d'une étude française sous l'égide donc du GFEV, c'est l'équipe de Tours et notamment d'Alexandre Pao-Demar, sur est-ce que le genre est un facteur pronostic dans la vascularité à IgA de l'adulte. En fait, la vascularité à IgA chez l'adulte, elle est un peu plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Et en fait, dans cette étude, il regarde si le genre en fait, a un impact sur la présentation et le devenir. Donc, c'est une étude de cohorte rétrospective qui a inclus 260 patients et on compare la présentation des hommes et des femmes. En fait, il n'y a pas de différence clinique à baseline entre les hommes et les femmes. Donc, c'est à peu près le même âge, il y a la même présentation clinique. Donc là, pour être inclus, les patients doivent avoir une atteinte cutanée, mais en plus une atteinte soit articulaire, digestive ou rénale. Ça devait être prouvé histologiquement. Par contre, sur le plan biologique, en fait, on a l'impression que les hommes ont une maladie qui est plus active, avec des marqueurs biologiques qui sont plus importants. Donc, ils ont un taux d'IgA sérique qui est un peu plus élevé. Alors, les différences ne sont pas très importantes, 3,6, 3,3, mais ça reste plus élevé et c'est statistiquement significatif. Il semble avoir en fait un DFG qui est plus faible chez les hommes que chez les femmes, avec un peu plus de syndrome inflammatoire et une protéinurie qui est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Sur le plan du traitement, peut-être parce qu'ils ont une maladie plus active, les hommes sont plus fréquemment traités par bolus de corticoïdes que les femmes et reçoivent plus souvent des traitements immunosuppresseurs par endoxan et azathioprine. Et malgré en fait un traitement qui semble peut-être plus intense, la réponse incomplète est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Donc, ils ont des réponses partielles ou l'absence de réponse qui est plus fréquente. Il n'y a pas de différence, par contre, au cours du suivi en termes de rechute. Donc, peut-être cette étude démontre que les hommes, le genre masculin est un facteur de mauvais pronostic dans la vascularite à IgA de l'adulte. Ensuite, les deux papiers que j'ai choisis par la suite, c'est vis-à-vis du risque infectieux au cours de ces vascularites et de leur traitement. Donc, le premier, c'est une étude de l'équipe de Cochin dans le Journal of Autoimmunity l'année dernière, qui vise à évaluer en fait l'hypogammaglobulinémie, la cinétique du taux de gammaglobulinémie chez nos patients qui sont traités par rituximab et les associations avec le risque infectieux. Les données dans la littérature sont parfois un peu discordantes. Donc là, ils ont fait une étude de cohorte monocentrique, donc à Cochin, rétrospective, chez des patients qui avaient une GPA ou une MPA, qui recevaient un traitement standard donc, dans les années après 2010, donc, quand il y a eu l'étude RAVE qui a démontré l'intérêt du rituximab. Donc, ils étaient traités en induction par Ritux ou en Doxan, et après, ils avaient l'entretien par rituximab, et on mesurait le taux de gammaglobulinémie, de gammaglobuline à différents endpoints. Et en fait, c'est les caractéristiques cliniques des patients. Il y a 98 patients inclus dans l'étude. C'est des patients assez classiques, vascularites associés aux ANCA. 13% sont traités en induction par endoxan, 87% par rituximab. Et un des premiers messages de ce papier, c'est qu'en fait, le taux de gamma-globuline, en fait, il diminue vraiment beaucoup après le traitement d'induction. Donc ça, c'est le traitement d'induction et ça, c'est l'initiation du traitement d'entretien 6 mois après. Et vraiment, donc, le traitement par rituximab a à ce moment-là un impact sur le taux de gamma-globuline, probablement associé à d'autres facteurs, on va en parler après. Et par contre, au cours du traitement d'entretien, ça a assez peu d'impact. À l'induction, le taux de gamma-globuline passe d'à peu près de 10 à 7,5, puis après, ça reste très stable au cours du temps, jusqu'à 2 ans de suivi. Ensuite, le second résultat de cette étude, c'est quels sont les facteurs de risque qui sont associés au fait d'avoir une hypogammaglobulinémie quand on va commencer le traitement de maintenance. Il y en a 3 qui persistent en analyse multivariée. C'est le fait d'avoir un âge plus de 60 ans. Donc, si vous avez plus de 60 ans, que vous recevez du rituximab en induction, vous avez un risque plus fort de faire une hypogammaglobulinémie.
si vous recevez des corticoïdes en bolus pour le traitement d'induction de votre vascularite, et si initialement, quand on diagnostique votre vascularite ou votre rechute, vous avez déjà moins de 10 grammes de gamma-globuline. Et quels sont les facteurs de risque d'infection sévère? Donc, les infections sévères dans ce papier sont définies comme des infections qui nécessitent une antibiothérapie IV ou une hospitalisation. Et là, il y a deux facteurs qui sortent en analyse multivariée. Toujours le fait d'avoir reçu des bolus de corticoïdes à l'induction. Donc, vraiment, les corticoïdes en bolus semblent délétères sur le taux de gamma-globuline et sur le risque infectieux. Et quel est le risque infectieux de nos patients qui ont une hypogamma? C'est surtout, en fait, ceux qui vont faire des infections sévères, c'est ceux qui ont moins de 6 grammes de gamma-globuline quand on commence le traitement d'entretien et qui ont eu, en fait, un déclin de plus de 25% entre le traitement d'induction et le début du traitement d'entretien. Donc, cette cinétique est aussi importante pour le risque infectieux et pas seulement, en fait, le fait d'avoir moins de 6 grammes à l'initiation du traitement de maintenance ne sort pas en analyse multivariée. Donc, vraiment, l'impact des bolus de corticoïdes et de la cinétique des gamma-globulines pour le risque d'infection sévère. Après, il y a un autre aspect sur le risque infectieux et le risque à long terme des vascularites, c'est chez la population particulière des sujets âgés. Donc, Christophe en a rapidement parlé tout à l'heure sur l'importance de la transition vers le vieillissement. Donc, c'est un papier d'une équipe américaine publié dans le Lancet Rheumatology l'année dernière. Qui visait à évaluer en fait l'effet de l'âge et de la fragilité sur le risque infectieux. Et après, ils ont étudié également le risque d'insuffisance rénale chronique terminale et de décès chez des sujets âgés avec une vascularite associée aux ANCA, qui sont en fait des patients qui ne sont pas forcément inclus dans les essais cliniques, dans les essais thérapeutiques, mais qui en fait sont quand même des patients qu'on voit assez souvent en pratique clinique courante. Ils ont fait une étude de cohorte rétrospective chez des patients qui avaient un diagnostic de GPA ou MPA, et il devait avoir plus de 65 ans. Et dans ce papier est introduit le concept de fragilité, qui est le concept qui est bien connu des gériatres, qu'on apprend en gériatrie, un peu de la vulnérabilité, les patients qui sont fragiles, qui ont moins de capacité de réserve, donc dès qu'ils vont faire un événement aigu, ils vont avoir des capacités de récupération moins importantes. La fragilité, on peut la calculer de plein de façons différentes. Là, ils ont utilisé un score, le score CFI, qui n'est pas hyper facile à utiliser parce que c'est 93 variables. Et après, le score, en fait, les patients sont cotés de 0 à 1. 0, ils ne sont pas du tout fragiles, et 1, ils sont fragiles, et ils ont différentes catégories. Donc ça, c'est la population en fait, étudiée. Il y a quand même 234 individus. La moitié a entre 75 et 74 ans, et la moitié a plus de 75 ans. C'est des patients assez classiques. La médiane, quand même, c'est 81 ans chez les patients les plus âgés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même 21% de patients qui sont fragiles chez les 65-74 ans, et ça monte à 38% chez les patients au-delà de 75 ans. Donc déjà, les patients potentiellement assez fragiles. Et en fait, ce qui démontre, c'est que l'âge de plus de 75 ans a un impact très fort vers la progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale, vers la progression vers le décès et le risque infectieux. Donc, vous voyez ici donc, les taux d'incidence qui sont assez forts. Et vraiment, l'âge, en fait, tire vraiment, vous voyez ici la représentation, c'est vraiment l'âge supérieur à 75 ans qui tire vers la survenue d'insuffisance rénale chronique terminale ou d'un décès. C'est ici pareil en analyse multivariée. Il faut faire attention parce qu'ici, c'est décalé. Il faut remonter les lignes d'une ligne. Et de manière assez étonnante, la fragilité chez les sujets de plus de 75 ans n'est pas associée à la survenue de l'insuffisance rénale chronique terminale et de la mortalité. En tout cas, ça ne sort pas de manière statistique. Et par contre, la fragilité, elle a vraiment un impact assez fort sur le risque infectieux. Donc, si vous regardez ces courbes d'incidence des infections sévères, et ben en fait, les deux courbes les plus hautes ne sont pas discriminées les deux courbes les plus hautes par rapport aux deux courbes les plus basses ne sont pas discriminées par l'âge, mais elles sont discriminées par la fragilité. Donc, vaut mieux être, pour le risque infectieux, vaut mieux être plus de 75 ans et non fragile que 65-74 ans et non fragile. Donc, cette étude est importante, je pense, pour la distinction qu'on a, en fait, ce qu'on appelle l'âge biologique des individus, l'âge physiologique comparativement à l'âge chronologique. C'est quelque chose qu'on perçoit quand même en pratique clinique courante. On voit des patients, on sait lesquels sont fragiles ou pas.
C'est bien de le démontrer par des études bien menées. Alors, ce qui est important, c'est que c'est différent de la fragilité là dans le papier est différent de la présence de comorbidité. C'est pas parce qu'un patient a plein de comorbidités qu'il est forcément fragile. Et là, en fait, dans ce papier, la présence de comorbidité n'est pas associée à la mortalité, n'est pas associée au risque infectieux. Donc vraiment, la fragilité, c'est les patients, enfin, c'est là dans leur score, c'est les ADL, les IADL, est-ce qu'ils sont indépendants, est-ce qu'ils ont une force motrice assez importante, etc. Donc vraiment, c'est plus que la comorbidité, c'est un concept qui va au-delà de ça. Les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est applicable en pratique clinique courante? Probablement pas, de faire un score de 93 variables à la consultation, lequel donc utiliser, et est-ce que ça doit avoir un impact dans notre décision thérapeutique? Probablement, puisque ce qui veut dire fragile, on va peut-être avoir toute tendance à les sous-traiter. Et en fait, c'est ce qui montre dans ce papier, c'est que les patients fragiles, en fait, ont été moins souvent traités par rituximab que les patients non fragiles, mais par contre, ils ont reçu plus souvent des corticoïdes. Donc, comme on a vu l'impact délétère des corticoïdes sur le risque infectieux, notamment, peut-être que c'est pas si bien que ça, et notamment quand on a plus de 75 ans. Et ce papier était accompagné d'un éditorial où, en fait, c'était, je trouvais, assez bien dit que c'est la ligne assez fine entre under-treated et over-treated nos patients. Donc, une réflexion qu'on doit, je pense, mener. Après, un papier que j'ai appelé nosologique, c'est sur la sous-classification en fait des maladies. Donc c'est assez, c'est un peu, c'est assez à la mode ces derniers temps. Donc les sous-classifications par les données, l'utilisation de modèles mathématiques. Donc ça c'est un papier d'un consortium où en fait ils font une sous-classification dite non biaisée, en fait qui est avec des données de vraie vie. Donc, c'est assez utilisé. On a vu ces données de classification qui ont été utilisées beaucoup dans le Sjögren. C'est intéressant pour les maladies qui, comme les vascularites, sont des maladies très hétérogènes. Donc, puisque les vascularites associées aux ANCA, on a plutôt tendance à les distinguer GPA, MPA ou ANCA MPO versus ANCA PR3. Et là, ils se proposent de faire une nouvelle classification avec des données de vraie vie. Donc, ils utilisent des données rétrospectives de 6 registres européens, patients avec GPA ou MPA. Ils construisent un modèle mathématique avec 17 variables, je ne vais pas le détailler. Il y a quand même les données de 3868 patients avec vascularite qui sont inclus, ce qui est quand même un gros chiffre pour une maladie rare. Et c'est bien parce que les modèles mathématiques sont très gourmands en données. Et donc, plus on a de données, plus le modèle est robuste, on va dire. Et en fait, ils identifient 5 clusters. Bon, les clusters paraissent un peu correspondre à ce qu'on voit dans la réalité. Donc, c'est-à-dire, il y a le cluster dit SK, donc c'est sévère kiné, c'est des patients qui ont une atteinte rénale et pulmonaire assez sévère, quel que soit leur statut en cas. Il y a le cluster MPOK, qui est des patients avec des anti-MPO qui ont une atteinte rénale quasiment isolée. Les patients PR3K qui ont une atteinte rénale avec des anti-PR3, ils ont aussi des atteintes d'autres organes. Le Young Respiratory, c'est des patients plus jeunes qui ont surtout des atteintes ORL respiratoires sans ANCA. Et après, le cluster IMS qui contient le plus de patients, Inflammatory Multisystème, qui est similaire à ce cluster-là, donc avec une atteinte plutôt multisystémique comme son nom l'indique, mais une atteinte rénale qui est beaucoup moins sévère. Et en fait, ce qui montre dans le papier, c'est que, bon, ça paraît assez banal de le dire, mais vraiment, ce qui sépare les clusters, c'est le fait d'avoir une atteinte rénale ou pas. Donc ça, vous voyez, les vecteurs, c'est qu'est-ce qui drive le fait que les patients sont mis dans un cluster ou dans un autre. C'est vraiment l'atteinte rénale qui est la plus forte pour séparer les patients. Et le statut être en cas anti-MTO ou anti-PR3, ben, finalement, ça a peu d'impact sur la classification de nos patients. Et ce qui montre, c'est que leur modèle est plus robuste que tous les autres jusqu'à présent pour la survie, pour la prédiction de la survie et pour la prédiction de l'insuffisance rénale chronique terminale. Mais encore, ça paraît évident de le dire, mais ceux qui ont une atteinte rénale développent plus fréquemment une rénale et ont une survie. C'est ces 3 groupes-là qui est moins bonne comparativement à une atteinte juste respiratoire ou inflammatoire multisystémique. Voilà, donc là encore, s'il fallait le souligner, l'importance de l'atteinte rénale, de la sévérité de l'atteinte rénale au cours des vascularites associées aux ANCA, que le statut ANCA a finalement une influence assez limitée, que cette classification a une valeur pronostique plus importante. Après, il y a des données qui n'ont pas forcément été intégrées, il n'y a pas les données de biopsie rénale, les données d'imagerie dans le modèle. Et là encore, la question, est-ce qu'on peut le faire en pratique clinique courante?
Alors, les auteurs disent qu'ils mettent à disposition un outil sur Internet pour classer nos patients. A priori, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas réussi à l'utiliser. Et ensuite, la dernière partie, actualité thérapeutique. On commence avec un nouveau médicament, les corticoïdes. Donc, c'est en fait l'utilisation dans c'est papier c'est du GFEV aussi, sur l'utilisation, enfin, l'efficacité en vraie vie du schéma d'utilisation de corticoïdes à dose réduite de l'essai Pexivas. Donc, c'est une étude rétrospective multicentrique, France, Belgique, Luxembourg, je crois. Ces patients atteints de GPA ou MPA, qui avaient une maladie sévère qui justifiait un traitement par endoxan ou rituximab selon les données du PNDS, et ils comparaient des patients qui avaient reçu une dose de corticoïdes réduite ou une dose dite standard de corticoïdes. Et le critère de jugement principal dans cette étude, c'est un critère de jugement composite qui comportait le décès, la survenue d'insuffisance rénale chronique terminale, la progression de la vascularite avant rémission ou la rechute dans les 12 mois qui suivent l'induction. Je vous rappelle, un Pexivas, c'était cet essai publié en 2020, où en fait, dans la randomisation, les patients ils recevaient soit une dose standard de corticoïdes, soit une dose réduite de corticoïdes. Et la dose réduite, c'est des doses où en fait, à 4 semaines, vous devez être à 25 mg, pendant la dose standard, il était encore à 50. Cet essai avait démontré que la dose réduite n'était pas inférieure à la dose standard pour la survenue d'insuffisance rénale, etc., des critères durs. Mais par contre, il y avait moins d'infections dans le critère, dans la dose réduite, et que donc maintenant, la dose réduite de Pexivas doit être le schéma thérapeutique qu'on utilise chez nos patients. Ça, c'est les données de l'étude. Donc, il y a 234 patients inclus. C'est des patients qui sont assez sévères, comme vous le voyez, avec une insuffisance rénale chez beaucoup d'entre eux. Ils sont traités par rituximab ou endoxan en induction. Et bon, bien évidemment, la dose standard a une dose cumulée de corticoïdes qui est beaucoup plus faible que la dose réduite. Et en fait, dans ce papier, ils ont des résultats un peu différents de Pexivas, où en fait, ils montrent que sur leurs critères composites, donc qui est leur critère de jugement principal, qui est l'association de ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et bien en fait, le groupe dose, la dose standard de corticoïdes fait mieux que la dose réduite. Donc, il y a moins de critères, il est moins souvent atteint dans le groupe dose standard que dose réduite. Après, si on prend des critères secondaires individuels, donc l'insuffisance rénale chronique terminale, la différence n'est pas significative, le décès non plus, mais leur critère de jugement principal est différent entre les deux. Donc ça, c'est la représentation graphique. Après, bon, je vous passe les détails, mais il y a des analyses statistiques qui sont en fonction d'autres facteurs, mais ça sort toujours si l'analyse est prise en compte, etc. Donc, le schéma dose réduite de corticoïdes est dans cette étude associé à un risque plus important de survenue du critère composite. Il n'y a pas d'augmentation en fait, du risque de décès ou d'insuffisance rénale chronique terminale. En fait, dans l'analyse en sous-groupe, ils identifient deux groupes de patients pour lesquels il faut peut-être être prudent dans l'utilisation du schéma Pexivas. Donc, c'est les patients qui ont traités par rituximab en induction et les patients qui ont une insuffisance rénale sévère avec plus de 300 de créate à l'infusion. Qu'est-ce qui explique la différence par rapport à l'essai Pexivas? C'est un peu la sévérité des patients. Les patients ici sont un peu moins sévères que dans l'essai Pexivas. Depuis la publication de l'essai Pexivas, les données, l'utilisation du rituximab a changé, et notamment pour l'entretien, parce que dans Pexivas, c'était l'entretien par azathioprine. Maintenant, on fait du rituximab, et les bolus de corticoïdes qui étaient systématiques dans Pexivas et qui ne l'étaient pas forcément dans cette étude, dans cette cohorte. Là, vraiment un nouveau médicament pour lequel on ne va pas forcément bouder notre plaisir d'en avoir des nouveaux. Rapidement, le benralizumab, donc ça, c'est les données de l'essai Mambara publié l'année dernière. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, qui était un essai de phase 3, contrôlé, randomisé, qui pour évaluer l'efficacité du benralizumab comparativement au MEPO chez les patients qui avaient une GEPA. Donc, le benralizumab est un anti-IL-5 récepteur, qui a un mode d'action donc différent du MEPO qui est un anti-IL-5. Et donc, les patients étaient traités toutes les 4 semaines par l'un ou par l'autre. Il y avait 70 patients dans chaque groupe et on regardait après un an de traitement quelle était la rémission. Donc, il fallait avoir un BIVAS à 0 et moins de 4 mg de corticoïdes. Ça, c'est les données démographiques des patients. C'est des patients assez classiques. Je ne vais pas forcément
m'attarder là-dessus. Et en fait, donc, dans cet essai, le benralizumab est non inférieur au mépolizumab vis-à-vis de l'induction de la rémission. Donc, il y a autant de patients qui atteignent le critère de rémission à la semaine 36 et 48 dans les deux groupes. Pour les critères secondaires, en fait, il y a autant de patients qui arrivent à avoir une bonne dose de réduction de corticoïdes dans le groupe benralizumab comparativement au groupe mépolizumab. Et comparativement, enfin, sur les rechutes, c'est pareil entre les deux groupes. Il y a à peu près 30% de rechutes dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence entre le benralizumab ou le mépolizumab. Et concernant les effets indésirables, c'est à peu près le même profil de tolérance. Il n'y a pas d'événements indésirables graves. Donc, suite à cet essai, le benralizumab a obtenu l'AMM dans la GEPA. Est-ce qu'il y a des topos sur les nouveautés bibliographiques sans parler de CAR-T-cell? Et comme c'était la thématique, ce matin, je vais en dire un mot. Il y a deux papiers sur les CAR-T dans les vascularites associées aux ANCA. Il y en a un, c'est des données précliniques sur la souris, et il y en a un, c'est une lettre sur un patient. Donc le premier, c'est le fameux modèle murin des ANCA anti-MPO qui donne l'atteinte rénale. Si en plus on injecte à ces souris des CAR-T-cells, et ben en fait on démontre qu'on obtient bien une déplétion lymphocytaire B complète dans le sang et dans tous les organes, et que en fait les CAR-T-cells protègent de l'atteinte rénale liée aux ANCA, c'est-à-dire que ça c'est deux souris contrôle, et à 8 semaines elles ont des glomérules qui sont bien atteint et pas du tout la souris qui a été traitée. Donc, elle n'a aucun croissant, aucune nécrose glomérulaire. Et la diminution du taux d'anti-MPO semble plus importante chez les souris traitées par CAR-T-cell. Après, l'autre, c'est une lettre d'ARD de début d'année où c'est un patient, et après, c'est un peu les mêmes profils qu'on voit sur tous les patients traités par CAR-T, c'est des patients qui sont en échec d'à peu près tout. Donc là, c'est une vascularite anti-PR3. C'est toutes les fois où il a reçu du rituximab, qui visiblement n'est pas très efficace pour induire une déplétion B satisfaisante, avec des taux d'ANCA qui remontent. Et donc, il a une injection CAR-T-cell, bon, il n'y a plus de lymphocytes B, le taux d'ANCA diminue, et on confirme qu'il y a une belle déplétion B, il n'y a plus de plasmablastes, plus de cellules B, etc. Et le papier s'arrête là, il n'y a pas de données cliniques sur est-ce que ça a marché cliniquement chez le patient. Peut-être que ça fera une autre lettre. En tout cas, le patient n'est pas mort de l'injection de CAR-T. Et dernier papier sur un très joli papier, je trouve, qui est publié l'année dernière dans Nature Communication d'une équipe allemande, où en fait, ils ont pris des biopsies rénales de patients avec une atteinte rénale d'une vascularite associée aux ANCA, et ils ont caractérisé en fait les niches inflammatoires dans le but vraiment d'identifier des nouvelles sites thérapeutiques. Donc, ils ont pris 34 PBR de patients avec atteinte rénale et une vascularite associée aux ANCA. Il y en a une biopsie, c'est pour la NAPAT classique. Il y a une autre biopsie, c'est pour faire de l'omics. Ils font de la transcriptomique spatiale, du single cell RNA sec, de la flow cytométrie, mais ça, j'en parlerai pas. Et donc, sur les résultats, donc ça, c'est la biopsie qui sert à l'analyse pour la NAPAT. Et ça, c'est après la biopsie, une fois qu'elle a été analysée par transcriptomique spatiale, ils identifient en fait différentes niches. Ils en identifient, je pense qu'il y en a 12 ou 17, un peu plus d'une dizaine. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est que comparativement à des biopsies rénales de sujets sains, bon, mais chez les patients atteints de vascularité associée aux ANCA, il y a vachement d'inflammation tubulo-interstitielle, c'est ce qui est rouge, et de glomérules inflammatoires, c'est ce qu'on voit en orange foncé. Et quand on regarde en fait dans ces niches inflammatoires quels sont les gènes qui sont uprégulés, la première voie qui sort, c'est celle de l'activation lymphocytaire T. Et les pathways qui sont associés, c'est surtout, il y a une hyperactivation lymphocytaire T, plutôt de profil TH1, TH17, donc vraiment inflammatoire, et aussi de la T cytotoxique. Ensuite, ils font du single cell RNA sec. Donc, ils identifient une petite vingtaine de sous-populations immunitaires. Quand ils regardent en fait quelles sont celles qui sécrètent le plus de cytokines, bah, c'est les T effecteurs CD4 et les 8 effecteurs cytotoxiques. Que ces deux populations sont préférentiellement localisées dans le tissu et qu'on les retrouve assez peu dans le sang des patients. C'est des données correspondantes en fait avec ce qu'on observe en transcriptomique spatiale, c'est-à-dire que le profil de ces lymphocytes T, c'est surtout TH1, TH17
et pour les CD8, TC1, donc c'est le cytotoxique classique. Et lorsqu'on combine les données transcriptomiques spatiales aux données de single-cell RNA sec, et bien en fait, ces cellules-là, elles sont localisées uniquement au niveau des glomérules inflammatoires et au niveau du tubulo-interstitium inflammatoire. Ensuite, l'originalité de ce travail, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent de la digital pharmacologie. Enfin, en gros, ils combinent les données de single-cell RNA sec, leurs données transcriptomiques spatiales, et ils les combinent avec des données de pharmacologie qui, en fait, pour savoir sur quel est le traitement en fait, le plus approprié par rapport aux données, quel est le traitement qui va être le plus ciblé sur le lymphocyte qu'on observe, etc. Et le médicament qui, dans leur drug prediction, sort en premier, c'est l'ustekinumab, donc qui n'est pas forcément le médicament auquel on aurait pensé pour traiter une vascularite à ANCA, donc qui est l'anti-IL-12, IL-23 qu'on utilise c'est le Stelara dans la maladie de Crohn ou dans le PSO, mais c'est vraiment le médicament qui sort comme probablement le plus efficace. Et ce qu'ils décident de faire, c'est de retourner aux patients, et en fait, ils traitent 4 patients en plus d'un standard of care avec de l'ustekinumab. Donc là, ça, bon, bien évidemment, pas de données, c'est des essais ouverts, il n'y a aucun bras comparateur, etc. Mais bon, ça mérite quand même d'avoir été fait. C'est des patients qui ont quand même une atteinte rénale sévère avec, vous voyez, la protéinurie, des patients qui sont quand même bien insuffisants rénaux. Et en fait, ils ont déjà eu des traitements immunosuppresseurs. Donc, on se dit que là, le standard of care, c'est endoxan et cortico. Il y en a quand même pas mal, il y en a au moins 3 sur 4 qui avaient déjà reçu de l'endoxan, ça n'avait pas marché. Et ils ajoutent à ce standard of care de l'ustekinumab. Et là, vous voyez que chez les 4 patients, ça a l'air quand même assez efficace, avec en tout cas une diminution de la protéinurie, c'est en bleu, et une diminution, plutôt une amélioration de la fonction rénale. Et sur le plan systémique, la vascularite, elle va mieux, hein, le BIVAS diminue, leur taux d'ANCA diminue, la CRP diminue chez ceux qui l'avaient élevé, et le profil de tolérance semble assez bon. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc je pense notamment le dernier papier, c'est un bon exemple de recherche translationnelle et de peut-être ce qui est son essai de faire au sein de réseau, donc ce que disait Christophe tout à l'heure, from bedside to bench, et là ils reviennent aux patients vraiment avec des thérapeutiques innovantes, et voilà, on s'oriente de plus en plus vers une prise en charge personnalisée des patients. Je vous remercie pour votre attention. On le fait maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Et tout ce qu'on a vu, il doit bien y en avoir quelques-unes quand même. Ah. La première sur la vascularité en cas traitée par quartier, en fait, oui. Ils en parlent dans les... Oui. Dans les commentaires, en fait. Dans les commentaires, est-ce qu'on vous explique qu'il n'y a pas la repopulation observée? Je pense qu'on est hyper précoce en fait. 132 jours. Après, ils en parlent, ouais. Alors après, ils en parlent, enfin, j'ai pas vu spécifiquement de commentaires là-dessus. Après, on sait que la repopulation B dans les patients qui ont une vascularite associée aux ANCA, elle est différente de la repopulation. Enfin, en tout cas, après Ritux, les patients qui ont une vascularite associée aux ANCA, ils font pas de la même repopulation B que les patients qui sont traités par Ritux pour une PR ou des choses comme ça. Et il y a un papier d'ailleurs de l'année dernière que j'ai pas pu inclure par manque de temps, mais qui montre qu'il y a des défauts de lymphopoïèse B chez les patients avec une vascularite associée aux ANCA, et que peut-être, est-ce que ça explique là le fait de l'absence de repopulation? Je ne sais pas. Mais là, sur ce patient, on n'a pas beaucoup de données de... Ils ont dû mettre 2-3 mois pour l'accepter en plus, comme ça on aurait eu la donnée. La deuxième, c'est une question intéressée, mais un petit peu presque philosophique. C'est par rapport à la fragilité au vieillissement. Il n'y a pas de traitement contre le vieillissement, enfin, peut-être des kartings, et la fragilité non plus. Donc, sur un plan pédagogique, en fait, comment il faut utiliser ces données? Est-ce que déjà de le dire et d'avertir, tu penses que ça permet que le clinicien appréhende la situation un peu différemment? Notamment, tu parles d'infection, donc vis-à-vis de la vaccination. Enfin, je sais pas, comment tu vois les choses? Ouais, je pense déjà, oui, le prendre en compte. Alors après, je pense qu'on le prend tous en compte, et on a quand même ce ressenti qu'il y a des patients fragiles qu'on n'a pas forcément envie de... donc déjà, en être conscient, le prendre en compte,
Et après, déjà essayer de l'évaluer. Alors, je pense qu'on ne l'évalue pas forcément, c'est difficile, c'est quel score utiliser. C'est difficile de bien évaluer la fragilité. Après, il y a des mesures assez simples, mais c'est quand même des trucs de gériatre. La force, là, le grip strength, c'est assez facile à faire, mais on n'a pas des trucs dans les services. La vitesse de marche, donc c'est assez facile de faire marcher un patient pour voir s'il se lève et s'il va vite. Soit vraiment, c'est la fragilité. Je pense que ce qui est intéressant dans le papier, c'est que c'est vraiment très différent des comorbidités. Et après, voilà, c'est bon, bien évidemment être vigilant sur le risque infectieux, d'autant plus chez les patients âgés. Et après, je pense qu'il est aussi important, c'est sur la décision thérapeutique. Est-ce qu'on ne sous-traite pas certains patients qu'on devrait peut-être traiter par rituximab plutôt que de la laisser sous corticoïdes au long cours? Est-ce que je pense que ça nécessite vraiment des études dédiées? Et je pense que c'est intéressant parce que c'est au final, comme tu l'as dit tout à l'heure, des populations qui vont être amenées à augmenter et qu'on va voir de plus en plus. Est-ce que les publications de Pexilas en vie réelle, ça vous a fait changer, vous, vos schémas de corticothérapie Oui, on a baissé la corticothérapie et justement, c'était la question que je voulais poser à Noémie, c'est un peu finalement ce 300 micromol. Et c'est vrai qu'en néphro, on a l'endoxan facile, mais toutes ces données sont basées aussi sans la biopsie et la biopsie rénale reste quand même au centre de tout parce que 300 micromol fibreux vont faire du ritux et faire des doses réduites de corticoïdes, on ne craint pas grand-chose, le rein, il est mort. Par contre, des 300 partout, 300 micromol, le lendemain, il prend 50 points tous les jours, ce n'est pas la même chose. Et vraiment, avoir une biopsie rénale, c'est important parce qu'on en a encore dans le service là, où ils arrivent à 500 micromol, où on a l'impression qu'ils ont une GNRP sur les derniers mois et finalement, ils sont déjà tout fibreux et c'est juste des petits événements intercurrents qui font ça. Et sans biopsie rénale, en tout cas, difficile de conclure sur le traitement. Donc, je vous invite à nous envoyer tous vos patients à biopsier, toutes les vascularites, on n'hésitera pas à les biopsier. Ouais, c'était plutôt un commentaire et un truc important sur cette histoire de fragilité. Je suis dans un département très vieux, qui est la Dordogne. Et en fait, je pense que la fragilité, il n'y a pas de traitement, mais il y a quand même de la rééducation. Enfin, la fragilité, c'est un travail. Les gériatres sont utiles, en fait. C'est des gens qu'on ne leur met pas des médicaments, mais on peut les rééduquer, on peut leur faire de la kiné, on peut leur faire plein de choses, en fait, pour justement qu'ils ne perdent pas leurs IADL et leurs ADL qui sont importants. Et la deuxième chose, c'est dire que peut-être que ça méritera qu'on collige encore plus. Je sais que ça a déjà été un peu fait, mais en fait, le rituximab, on a passé chez du vieux, voire du très, 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 très vieux, et ça se passe bien. Et en fait, on sous-traite des gens juste parce qu'ils sont vieux, et c'est pas une bonne idée, en fait. Et en fait, on leur met plus de corticoïdes, et comme tu faisais la remarque, moi, je pense que c'est peut-être pire. Donc, je sais pas, on peut encore colliger sur le très vieux, je pense.